Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois justement un expert du jeu, un expert qui a travaillé dans le jeu et il va tout vous raconter. Il s'appelle Christian S. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Alors écoute, mon parcours, c'est comme le parcours de beaucoup de gens, hein, c'est assez tortueux. Alors pour se centrer sur le jeu, moi j'ai fait la connaissance du jeu très tôt. Hein, j'ai grandi un petit peu dedans. J'étais entouré de joueurs et à l'adolescence, j'ai commencé à jouer moi-même, beaucoup au poker, un petit peu aux autres jeux. Et c'est comme ça que à l'époque je suis un petit peu tombé dedans. Ça a été des soirées poker entre amis, ça a été les sorties au casino une fois que j'étais majeur, ça a été le jeu sur internet beaucoup. Et petit à petit, j'ai basculé d'une pratique récréative à quelque chose d'un peu plus intense en termes de fréquence, en termes de mise. J'en suis arrivé à jouer de plus en plus. Hein. Ça prenait vraiment une part de plus en plus importante dans ma vie. Et ensuite, arrivé à peu près à 22 ans, j'ai compris qu'il fallait que je m'en sorte parce que ça commençait à me générer beaucoup d'impacts négatifs sur moi et sur les personnes qui étaient autour de moi. Et donc, j'ai réussi fort heureusement à me sortir de ça. Et professionnellement, je me cherchais un petit peu. Je travaillais dans pas mal de secteurs différents, principalement dans la vente, dans le commerce. Et le magasin dans lequel j'avais enfin pu trouver un CDI a fermé. Je travaillais dans une boutique SFR. Et là, à quelques kilomètres de chez moi, il y avait un très grand casino qui recrutait pas mal de personnes, notamment en salle en tant qu'assistant clientèle. Et donc me voilà embauché chez eux. Et donc là j'ai découvert un petit peu le casino de l'intérieur. Après l'avoir pas mal fréquenté en tant que client, j'ai vu un petit peu comment ça fonctionnait à l'intérieur. Ça m'a donné du coup un autre regard sur ce monde, sur le jeu aussi. Et petit à petit, donc ça s'est plutôt bien passé professionnellement dans ce casino. J'ai eu une évolution avec une mutation. Je suis parti dans un autre casino dont j'ai intégré la direction. Donc ça m'a permis également de continuer à avoir un autre point de vue. Voilà, comme on le sait tous, quand on est simple employé, on a une certaine vue des choses. Dès qu'on commence à devoir prendre des décisions un petit peu plus stratégiques et à devoir se plonger dans la stratégie d'entreprise, on voit aussi les choses différemment. Puis on a une autre lecture, on a accès à d'autres informations. D'accord. Mais au fur et ouais, alors vas-y, justement, est-ce que quelque part le fait de travailler dans un casino, toi qui étais un ex-joueur, ou un joueur effectivement déjà bien ancré dans le jeu, quelle réaction tu as eu par rapport au jeu justement ? Ça avait plus aucune importance, pas la même importance que le joueur, et t'étais là pour pouvoir effectivement faire ton job, ou est-ce que quelque part t'avais envie de jouer aussi, quoi ? Écoute, heureusement, j'avais fait un gros travail sur moi avant d'y travailler. Donc, du moment que j'y travaillais, j'avais pas forcément de moi-même l'envie de jouer. Et je vais t'avouer qu'honnêtement, c'est comme un cuisinier. Hein. Tu travailles 6, 8, 10 heures par jour au milieu de nourriture, t'as envie de tout sauf de manger. Et là, c'est un peu la même chose. C'est qu'à force d'être entouré de jeux et surtout d'être entouré de joueurs et de voir ce que ça peut te provoquer, tu prends de plus en plus conscience qu'il vaut mieux que pour toi ça reste en dehors, quoi, que ça reste professionnel. Donc non, heureusement j'ai bien arrivé à gérer ça sur moi. D'accord. Et après, donc tu décides de créer ce site exjoueur.com. Tout à fait. Justement, donc c'est à force, c'est un travail de prise de conscience personnelle, à force de voir l'impact que ça pouvait avoir sur certains joueurs. Le jeu, ça a provoqué quelque chose en moi. Si tu veux, pour la majorité des personnes, un casino, comme les jeux sur Internet, comme les lotos, comme les tickets à gratter, etc., le poker, pour la majorité des gens, c'est récréatif. C'est une sortie comme un restaurant, comme un bowling, un cinéma. On va dépenser 20, 50, 100 euros, on va s'amuser avec ses amis, sa femme, ses collègues, et tout se passe bien.
Mais il y a une partie des joueurs pour lesquels ça devient vraiment comme une drogue. Un petit peu, ça peut également se comparer à l'alcool, hein, quelque part. On peut boire un petit verre de temps en temps, ça accompagne bien un repas, mais d'autres personnes, vont commencer à boire de plus en plus et ça va prendre une grande place dans leur vie. Et quand on voit l'impact que ça a sur ces personnes-là, un impact financier avec des gens qui vont dilapider des héritages, qui vont vendre des biens immobiliers, qui vont se mettre en grande difficulté à la fin du mois, etc. pour pouvoir justement assouvir quelque part cette addiction. Quand on voit l'impact que ça a chez ces personnes, on n'a qu'une envie en fait, c'est tout simplement de les aider, de leur donner les moyens d'avoir un regard un petit peu différent, de prendre conscience de comment le jeu fonctionne, de comment le jeu peut les impacter et de leur donner les solutions de pouvoir s'en sortir. Alors, moi, je t'ai découvert par YouTube. J'ai regardé des vidéos effectivement que tu avais faites sur le jeu, justement, sur l'addiction du jeu, et je me suis dit, bon, ce garçon-là, il faut lui donner la parole parce que c'est quelque chose effectivement qui est redoutable, le jeu, quoi. On peut mentir, on peut voler pour jouer, L'addiction, c'est quelque chose qui vous prend et qui vous lâche plus, quoi. Exactement. On pense souvent à l'addiction, comme je citais tout à l'heure, par des produits, par de l'alcool, par des drogues. Le jeu, c'est la seule addiction sans produit qui est reconnue au niveau médical. C'est une addiction qui est traître parce que vous tombez dedans, alors soit au départ par un gros gain, et là à ce moment-là la personne est accrochée, et il y a quelque chose dans son esprit qui fait une liaison automatique entre le jeu et la possibilité de gagner gros, de changer de vie, etc. Mais d'autres personnes y rentrent pour des raisons différentes, parce que ils ont plus de temps dans leur vie, peut-être suite à la retraite ou au décès de leur conjoint. D'autres personnes y rentrent parce qu'ils s'ennuient le soir et ils sont un petit peu malheureux, ils ont envie de trouver quelque chose pour égayer un petit peu leur journée, leur soirée. Il y a plusieurs portes d'entrée différentes, mais une fois que ça vous a pris, c'est vraiment redoutable parce qu'en plus c'est quelque chose qui est doux. Comme il n'y a pas de produit, on se dit j'appuie sur des boutons, je coche des cases, je clique sur une souris. Au final, je me fais pas de mal, je me détruis pas. Hein, je prends pas de drogue, je fais rien d'illégal, voilà. Sauf qu'en fait non, c'est quelque chose qui vous bouffe mentalement. Qui prend de plus en plus de place dans votre esprit, c'est la dernière chose à laquelle vous pensez quand vous dormez, et c'est la première chose à laquelle vous pensez quand vous vous réveillez. C'est quelque chose qui est vraiment qui prend de plus en plus de place et qui commence à colorer entièrement votre vie. Ça a un impact financier évident, hein, on peut s'en rendre compte, parce que mécaniquement, quel que soit le jeu, c'est à long terme, on ne peut que être perdant. Ça a un impact émotionnel, évidemment, à force de se prendre la tête sur est-ce que j'aurais pu jouer, comment j'aurais dû jouer, etc., de se poser 1000 questions, de perdre de l'argent, c'est un impact émotionnel évident, et tout ça, ça rejaillit sur le physique. Hein, quand vous êtes dans un état d'esprit comme ça, tu peux bien imaginer que physiquement, à la longue, ça fait pas du bien non plus. Donc c'est un ensemble de facteurs qui font que c'est réellement une addiction et qu'on a trop souvent tendance à sous-estimer. Et cette addiction, justement, je pense qu'elle est venue dans les casinos par les machines à sous, en fait. Les premières machines à sous, elles arrivent dans les années 1970, 1976 ? Plus tard que ça, même. Elles arrivent dans les années 90. D'accord. Et moi, quelque chose qui est... Moi, j'ai regardé un petit peu les joueurs dans les casinos, comme tu disais. Moi, j'y allais avec des copains, etc. On y allait plus pour être dans la convivialité, etc. Et je regardais les gens jouer aux machines à sous. Je dirais, c'est presque effrayant au bout d'un moment parce que ils ont tendance à parler à la machine. Ils ont l'impression qu'effectivement que la machine, ils la connaissent, il y a une communication qui se passe entre le matériel et l'immatériel, quoi. Exactement. J'en parlais dans une de mes vidéos récentes sur ma chaîne YouTube, sur Ex-Joueur. Il y a vraiment cette relation qui est développée au fur et à mesure entre la personne et sa machine. Ça fait partie des nombreux biais cognitifs en fait sur lesquels le jeu appuie pour avoir plus d'impact et accrocher plus facilement les joueurs. Et là-dessus, effectivement, les machines à sous ont quelque chose de plus que les jeux de table.
Un jeu de table, alors il peut y avoir de l'addiction également, hein, sur des jeux de table, qu'on s'entende bien. Mais ça, c'est peut-être moins facile d'accès parce qu'on reste sur des choses qui sont physiques. Il y a des jetons, un rapport humain. C'est quelque chose d'assez différent d'une machine à sous. Donc évidemment, ça pouvait dans le temps provoquer de l'addiction, mais c'était un cercle qui était plus restreint, c'était plus guindé. On avait un droit d'entrée également pour avoir le droit de jouer au jeu. Donc c'était moins accessible, moins facile. Une machine à sous, la mise minimum est beaucoup plus faible, c'est beaucoup plus facile d'accès. Vous avez des couleurs vives, des sons de partout. Enfin, il y a plein de choses qui sont faites pour développer chez la personne une relation avec cette machine et être quasiment hypnotisé par elle. Ouais, tu l'expliques ça dans tes vidéos justement. Je me rappelle d'une vidéo où il y a marqué le Foguin. Il y a les progressifs. En fait, dans tes vidéos, tu décortiques, je dirais l'arcane du jeu. C'est-à-dire et tu décortiques aussi des casinos parce que un casino, il faut savoir que pour les gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un casino, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'horloge. Donc c'est une perte de temps totale. On est mis en immersion totale avec la machine et la machine d'ailleurs, c'est même plus de l'argent, c'est des crédits. Donc la valeur, elle est complètement effectivement réduite, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment un ensemble de choses qui font que les machines et les casinos sont des endroits et des produits extrêmement travaillés dans tous les sens du terme et très très bien conçus et de plus en plus perfectionnés et qui visent vraiment à créer une atmosphère particulière et à créer des produits qui soient de plus en plus attractifs et de plus en plus addictifs pour certaines personnes. Donc c'est vrai que ça serait trop long et trop complexe de tout détailler là dans notre échange. C'est vrai que j'encourage les gens qui ont envie d'approfondir le sujet à regarder les vidéos que j'ai déjà postées et j'en posterai également d'autres. Mais c'était un petit peu l'idée, comme tu le soulignes sur ma chaîne, c'est de décortiquer un petit peu point par point qu'est-ce qui fait qu'une machine peut nous accrocher. Qu'est-ce qui fait qu'une machine donne une perception de la réalité qui est différente en fait de la réalité. Et ça, au fond, ça a rien de négatif dans le sens, à la base, tout le monde le sait, n'importe quelle personne qui rentre dans un casino le sait. Il faut bien que le casinotier vive. C'est une entreprise qui a des salariés qui payent ses charges, donc mécaniquement, elle doit prendre une partie des sommes jouées pour pouvoir se rémunérer, comme la Française des Jeux. Donc les personnes sont ok avec ça. On peut décortiquer un petit peu le principe de fonctionnement des machines, tout en pouvant prendre évidemment plaisir si on le veut à jouer un petit billet de temps en temps. C'est vraiment un message que j'aimerais faire passer à travers cette interview. En soi, le jeu n'est pas mauvais. Comme en soi, l'alcool n'est pas mauvais. Comme en soi, n'importe quoi, le chocolat n'est pas mauvais. C'est une utilisation et un abus, en fait, qui est mauvais. Et donc c'est ça que je voulais à travers ma chaîne. C'est ce que je propose également après pour les personnes qui n'ont pas réussi à garder ce côté récréatif et qui ont basculé plus loin. Que c'est pour ces personnes-là que je propose un accompagnement. C'est tout l'idée, c'est de se dire ok, on est face à quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, mais par contre pour vous c'est pas bon. Donc on va vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Et comprendre, c'est la première marche, c'est la première brique pour pouvoir s'en libérer pour ces personnes-là. Alors c'est vrai que tout à l'heure tu nous disais effectivement dès qu'on touche le gain, on est euphorique, on se dit c'est super, c'est génial et on a envie de reproduire effectivement cette émotion-là. Et c'est le shoot, ce que les médecins, les psychanalystes appellent effectivement le shoot, dans le jeu ou dans n'importe quelle addiction, on a envie de reproduire cette émotion, cette sensation. Aujourd'hui, est-ce que quelque part ne pas gagner au casino est une chance ? Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement sur le premier gros gain qui peut happer des personnes comme ça et en leur donnant l'illusion que c'est un moyen facile de gagner beaucoup d'argent. On pourrait dire ça pour un nouveau joueur effectivement qui rentre dans un casino, trop gagner trop rapidement, c'est peut-être quelquefois un gâteau empoisonné. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait c'est le casino qui gagne sur la longueur, quoi. C'est lui qui est gagnant sur la longueur.
Mais tout à fait. Et tout à fait. Quand vous jouez sur une machine à sous, l'État français impose 85% de taux de redistribution minimum. C'est-à-dire que pour chaque euro que vous allez jouer dessus, à long terme, la machine va en redonner au minimum 85. La majorité des casinos ont des taux de redistribution supérieurs et sont autour de 90. Mais évidemment, voilà, donc ça veut dire que pour chaque euro que vous jouez, vous avez à peu près 10 centimes de perte. Mais ça, tout le monde le sait, comme tout le monde le sait lorsqu'il valide une grille de loto ou lorsqu'il va prendre un ticket à gratter, tout le monde le sait qu'à long terme, on ne peut pas être gagnant. Mais par contre, à court terme, évidemment, on peut être très très gagnant. Est-ce que les casinos souffrent justement de cette crise économique? Est-ce que, tu disais, c'est une entreprise comme une autre, est-ce qu'ils sont quand même, effectivement, est-ce qu'ils sont en perte aujourd'hui, les casinos? Alors les casinos ne sont pas en perte, mais les casinos sont en ralentissement. Il y a un ralentissement très net qui a été observé, surtout depuis le Covid. Il faut savoir que les casinos ont eu du coup 2 mois et demi de fermeture lors du premier confinement, ont eu presque 7 mois de fermeture lors du deuxième confinement, avec un retour progressif de la clientèle, avec les gestes barrières, le masque, évidemment le pass sanitaire pour pouvoir entrer, etc. Tout ça a quand même d'une part fait une baisse mécanique de la fréquentation et aussi a un petit peu découragé certaines personnes de venir, à donner une ambiance qui peut être un petit peu moins festive et beaucoup de joueurs se sont reportés sur les jeux en ligne et qui sont d'ailleurs pour le coup en constante augmentation. Il y a autant de femmes que d'hommes qui jouent au casino. On parle du casino parce que c'est vrai que c'est la chose la plus populaire aujourd'hui avec ces fameuses machines à sous. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui jouent ou est-ce que les femmes sont vraiment effectivement beaucoup plus addictes que l'homme? Écoute, j'ai pas vraiment de statistiques tranchées là-dessus. Très honnêtement, je pense pas qu'il y ait de différence significative à ce niveau-là. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de profil type d'une personne qui tombe dans l'addiction au jeu d'argent. Ça peut être un jeune homme de 19 ans qui est venu quelquefois, qui a découvert le casino ou les jeux en ligne, qui a joué quelques dizaines d'euros. Ça s'est bien passé, il a pris du plaisir. Son cerveau a créé de la dopamine, il a gagné un petit peu. Ses amis ont pris plaisir aussi, donc ils vont revenir et qui se retrouvent au bout de 6 mois à 1 an à jouer en une soirée ou en quelques minutes ce qui peut gagner dans le mois. Ça peut être une personne de 70 ans ça peut être une femme par exemple de 70 ans qui a perdu son mari et qui au lieu de s'ennuyer et de passer toutes ses journées devant la télévision, trouve un lieu de sociabilité, de convivialité dans un casino par exemple, ou alors dans un bar tabac, un bar PMU. Et qui du coup va se trouver une nouvelle occupation. Ça peut être un homme de 40 ans qui a une vie de famille, voilà, où ça se passe peut-être pas aussi bien qu'il l'aurait souhaité à la maison. Donc pour s'en échapper un petit peu le soir, il va se réfugier dans le jeu. Il va commencer à prendre à découvrir certains jeux peut-être un peu plus complexes. Il va prendre plaisir à en maîtriser les règles, les codes, etc. Et donc du coup voilà, il va se plonger dedans. C'est des profils qui sont très très variés et il n'y a pas de règle générale, il n'y a pas un profil type d'un accro. Il y a que des personnes qui quelque part ont rencontré le jeu à peut-être un mauvais moment de leur vie. C'est pas des personnes qui sont plus faibles que les autres, c'est des personnes qui étaient là un peu au mauvais endroit au mauvais moment, surtout j'ai l'impression. D'accord. Comment l'accueil s'est fait, s'est fait plutôt au niveau de exjoueur.com? Comment les gens t'ont accueilli sur le net? Écoute, plutôt bien. Franchement, j'ai eu plein de réactions positives. J'ai tous les jours des commentaires qui me font vraiment chaud au cœur. Hein. Quand on te dit voilà, j'ai découvert ta chaîne, merci beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Ça déjà, c'est des personnes qu'à la base je ne connais pas forcément et c'est quand même très 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 plaisant de savoir que voilà on a un impact positif sur ces gens juste à travers la compréhension que ça peut leur apporter du jeu et de ces mécanismes addictifs. Après pour les personnes avec lesquelles j'ai des rapports plus proches, des rapports d'accompagnement, pour la personne que j'aide au quotidien, ces personnes-là c'est encore un niveau au-dessus. Hein. Clairement, quand vous sentez qu'une personne arrive petit à petit à sortir d'une situation qui est très très délicate,
financièrement, émotionnellement, ça fait un bien fou. C'est vraiment quelque chose, moi, qui me fait énormément de bien, de sentir cet impact qu'il y a autour de moi à travers cette activité qui se développe petit à petit. On en est vraiment au début, mais voilà, ouais, c'est le retour, pour répondre à ta question, a été extrêmement positif. Comment se passe cet accompagnement justement? Quels sont les coûts pour les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être addicts, qui jouent au casino, qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui sont effectivement dans une impasse? S'ils ont envie de te contacter, ils peuvent s'attendre à quoi? Alors écoute, on travaille, comme chaque personne est unique. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec un coût à la séance. Je viens de valider une formation d'hypnothérapeute pour laquelle je me perfectionne encore, que je rajoute cette corde à mon arc de coach. On travaille avec un coût à la séance qui est raisonnable et qui permet d'avoir non pas un programme type en disant ben voilà, en 2 mois je vais vous libérer de votre addiction, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça serait trop beau, ça serait illusoire, et puis ça serait partir du principe que tout le monde est identique, alors que non, pas du tout. Il y a des personnes pour qui voilà, 2-3 séances vont suffire, et qui auront vraiment besoin d'un petit coup de pouce, de quelqu'un qui va leur donner les indications pour qu'ils puissent eux-mêmes s'en sortir. Et puis il y a des personnes avec qui c'est un petit peu plus long. Il y a des personnes avec qui on passe par exemple 2 à 3 mois d'accompagnement en raison d'une séance par semaine. Donc ça fait une dizaine de séances à peu près, parce qu'elles ont besoin de chercher un petit peu plus loin, de trouver pourquoi en fait je suis tombé dans le jeu. À quoi ça fait appel à moi? Est-ce que ça fait appel à une tristesse, à une solitude, à des mauvais souvenirs, à un ancrage du jeu quand j'étais petit, parce que mon père m'a montré comment jouer. J'ai l'exemple d'un client par exemple pour lequel en fait le jeu était pour lui le moyen de se rapprocher de son père qui était décédé, parce que son père l'avait initié au jeu, et du coup à chaque fois qu'il jouait quelque part, au fond de lui il se rapprochait de son père quoi, quelque part. Et vous comprenez que ça c'est beaucoup plus profond que simplement quelqu'un de 20 ans qui a joué depuis 6 mois, 1 an, et pour qui le jeu c'est simplement un plaisir dans lequel il commençait à tomber un peu trop facilement. Donc en fait, j'accompagne de manière très flexible sur la durée qui convient à la personne, et au moment où elle estime que c'est bon, elle est arrivée à un niveau de détachement par rapport à ça qui lui convenait, et que sa vie s'améliore, à ce moment-là, mon boulot est fini. Mais dans tous les cas, c'est toujours la personne qui fait le job. En aucun cas, c'est moi qui fais le job. D'accord, je réitère ma question. À la personne. Je réitère ma question concernant effectivement le coût. Donc pour la séance, la personne doit s'attendre à quoi à peu près? En général, pour une séance, je facture 60 €. D'accord, ouais, c'est vraiment effectivement, on va être dans l'unité du coaching, quand on retrouve un peu les mêmes prix que des coachs qui font dans d'autres domaines, quoi. Tout à fait, oui, tout à fait. Le but de ma démarche, c'est pas évidemment de faire un maximum d'argent. Le but de ma démarche, c'est d'avoir une activité qui me permette de vivre, et tout en aidant un maximum de personnes à avoir un impact positif sur eux. Je m'adresse à des personnes qui ont souvent des soucis financiers dus à cette addiction. Pour moi, je pense que des tarifs qui soient raisonnables, c'est quelque chose d'obligatoire. Tout à fait. Au niveau du jeu, étant donné que toi tu es un ex-joueur, tu les comprends encore mieux ces gens-là. Tu te mets à leur place. Je pense qu'il y a une sorte d'empathie qui se crée. Mais évidemment, bien sûr, quand toi-même t'as été dans cette situation comme moi, quand toi-même t'as senti ce truc au fond de toi en fait qui te pousse à jouer, alors que tu t'étais dit quelques heures avant ou la veille, non c'est bon, j'arrête. Par exemple dans le cas du jeu en ligne, je supprime mes applications, je vais fermer mes comptes, j'arrête tout ça, et qu'en fait tu te lèves le matin et t'as qu'une envie, c'est tout réinstaller et t'y remettre.
quand t'as senti ce truc-là au fond de toi, quand tu t'es dit ces petites phrases là qui tournent en tête, tu vas te refaire, allez encore un petit coup, ça va fonctionner. Quand tu sais réellement ce que la personne ressent, ou en tout cas ce que toi tu as ressenti et qui constitue une partie de l'expérience d'autres personnes, parce que tout le monde est différent, mais il y a quand même des points communs. Quand vraiment tu as vécu ça avec tes tripes, avec ton cœur, et que tu as réussi à t'en sortir, et qu'ensuite tu es aussi passé de l'autre côté, un peu du côté professionnel, que tu as vu comment ça se passait, que tu as ensuite que tu t'es formé à la psychologie, à la PNL, à l'hypnose, que tu t'es formé à divers outils qui te permettent de mieux comprendre l'humain, bah tu vois, ça fait plein de facettes différentes qui te permettent vraiment de te dire j'ai un point de vue qui est assez total un petit peu sur ce que les personnes peuvent vivre, et oui, je pense clairement être plus à même que d'accompagner des gens qui ont cette addiction particulière qu'une personne qui n'a jamais joué de sa vie, ou en tout cas qui en a une expérience très très lointaine et très récréative. Tout à fait. Alors, il me reste 3 questions encore, des réponses brèves, peut-être un petit peu plus longues sur celles effectivement que je réserve à mes auditeurs et qu'ils adorent. Mais au niveau du jeu, au niveau des casinos, on peut se faire interdire de jeu. C'est-à-dire que si on sent vraiment que quelque part on peut plus, on est au bout du mur, automatiquement on peut toujours prendre cette solution de se faire interdire. Exactement. Alors, on peut se faire interdire de jeu en France de 2 manières différentes. Au niveau d'un casino, c'est une interdiction du casino en lui-même, qui dure entre 6 mois et 1 an. Donc c'est ce qu'on appelle ANPR, donc c'est à ne pas recevoir. C'est une demande volontaire de la personne au casino en disant bon, on va peut-être arrêter là, mettez-moi interdit pour 6 mois, 1 an. À l'époque, ça m'arrivait assez souvent d'en faire. Ça peut également être à l'initiative du casino. Hein. Si par exemple la personne a une conduite qui ne convenait pas, s'est montré impoli, etc. Ça peut marcher dans les 2 sens. Donc on peut se faire interdire comme ça au niveau du casino, et on peut se faire interdire de jeu globalement à l'échelle de la France entière sur une durée de 3 ans. Donc ça, c'est une procédure qui est un petit peu plus lourde, mais qui se fait de mieux en mieux, et qui va justement être simplifiée les prochains temps. On va éviter la case préfecture de police. Et donc ça vous interdit de jeux dans tous les casinos français et d'inscription sur les sites internet de la FDJ, PMU et Poker. D'accord, ouais, donc là c'est vraiment la protection ultime, quoi. Exact. Alors, en théorie, on pourrait se dire ça, on pourrait se dire je peux pas aller sur des sites de paris sportifs, de poker, de PMU, de FDJ ni de casino. Et sauf que vous pouvez aller au bar tabac. Ah oui. Eh oui, et c'est ça le problème en fait. C'est un petit peu le trou dans la coque du navire, c'est que ok, toutes ces autres choses sont bloquées, mais par contre la personne peut très bien jouer à l'amigo qui fait un tirage toutes les 3 minutes. Elle peut prendre autant de tickets à gratter qu'elle veut, et elle peut valider autant de grilles de loto ou d'euros millions qu'elle veut. Et ça c'est vraiment la faille. Comme les bureaux de tabac sont ouverts à tout le monde, c'est des entreprises, pour des raisons logistiques, on peut comprendre que c'est assez compliqué d'imaginer prendre la pièce d'identité comme à l'entrée d'un casino ou à l'inscription sur un site internet et vérifier si la personne n'est pas interdite de jeu. C'est certainement pour ça que ça n'a pas été mis en place. Aussi peut-être parce que les seuls jeux du coup qui restent à ces personnes, c'est la FDJ, et que la FDJ c'est un petit peu l'État. Donc on peut s'imaginer que toutes ces raisons ont fait que il est toujours possible pour ces personnes de satisfaire leur addiction à travers les bars tabac. Tout à fait. On va terminer avec la dernière question, effectivement, qui plaît beaucoup à mes auditeurs. Donc, comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Christian ? Écoute, ta façon d'interviewer les gens, moi je la trouve très cool. Je la trouve ouverte parce que tu laisses la parole aux gens, tu leur permets de s'exprimer, tu leur donnes la chance d'avoir une tribune, un micro, et tout ça dans une atmosphère cool, sympathique, détendue, avec des questions pertinentes, je trouve. Donc déjà un grand merci à toi de m'avoir tendu ce micro téléphonique, et je
je peux que te dire bravo, bravo pour cette interview, bravo pour ta web radio et une très bonne continuation dans tous tes projets. Merci Christian. Où on peut continuer effectivement à discuter avec toi si on a besoin de justement peut-être de revenir sur des points que tu as éclaircis dans l'interview. On a peut-être besoin effectivement de se faire accompagner, mais on n'ose pas encore. Comment le contact se fait? Alors le contact, il se fait très simplement sur le site exjoueur.com, donc ex-joueur.com. Il y a un formulaire pour me contacter, pour m'envoyer un petit mail, ou alors directement pour prendre un rendez-vous téléphonique avec moi. Il y a un calendrier disponible, il suffit de sélectionner un petit créneau, on prend 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes s'il faut, on fait connaissance, on discute un petit peu ensemble et on met en place un accompagnement pour la prochaine fois. Comme je dis, je m'adapte à chaque personne, donc chaque cas est unique et je prends la peine de discuter avec la personne au lieu de vendre un truc tout fait comme on peut voir des fois pour tout et n'importe quoi sur internet. Il y aurait une solution toute clé en main. Là pour le coup la solution elle est artisanale, elle est sur mesure pour la personne et donc tout simplement m'envoyer un petit mail, prendre contact avec moi à travers le site exjoueur.com et puis sur la chaîne YouTube évidemment ceux qui découvrent mes vidéos peuvent laisser des commentaires. Parfait. En tout cas, retenez bien ce prénom et ce nom, Christian SE2SE, qui pourra vous aider, qui pourra vous accompagner, ou peut-être accompagner quelqu'un qui est autour de vous et qui justement est un petit peu en perdition par rapport au jeu. Eh bien, vous pourrez peut-être lui offrir ce beau cadeau de Noël ou peut-être un autre cadeau effectivement pour un autre moment. Un accompagnement effectivement à la détresse du jeu, un accompagnement effectivement pour se sortir de cette emphase du jeu. Voilà. Donc, on a été un petit peu long aujourd'hui, 31 minutes, mais il était important de pouvoir soulever le thème dans sa profondeur. Je vous remercie pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous souhaite effectivement de passer de très très bonnes fêtes. Et puis je vous retrouverai donc en début d'année avec de nouveaux invités dans Les Experts. Merci Christian, tu ne quittes pas, je te retrouve en antenne. Ça marche. Merci Philippe et de joyeuses fêtes à toutes et à tous. Merci.